Mon appel est un appel pressant. En 5 ans, TV Liberté a construit l'inimaginable. Une télévision libre, indépendante, avec des journalistes, des professionnels de la production, de la réalisation qui vous livrent une information vérifiée, exemplaire. Face à la presse classique qui s'écroule, la presse alternative est l'avenir. Mais l'avenir ne peut se faire sans vous, sans votre aide, sans votre argent. Et nous n'y sommes pas encore. C'est pour cela que je vous presse de faire un don défiscalisé à TV Liberté avant le 31 décembre, c'est-à-dire maintenant. Et pour notre Zoom du jour, c'est Jean-Michel Vernochet, notre invité. Bonjour monsieur. Bonjour à toutes et à tous, bonjour à vous. Jean-Michel Vernochet, vous êtes journaliste, essayiste, l'auteur de nombreux ouvrages, on peut en citer quelques-uns, Les fiancés de la mort et les stratèges de la terreur globale, La guerre civile froide ou encore L'imposture, l'avant-dernier, L'imposture ou la destruction programmée de l'État souverain, ça porte sur l'actuel président de la République. Et vous venez aujourd'hui nous présenter un ouvrage très intéressant sur les origines et les conséquences des événements de mai 68 intitulé « En l'an 68, Trublion, enragé et messianique, ouvre le bal du diable sous l'enseigne de la postmodernité ». C'est chez Sigest. Première question, Jean-Michel Vernochet. Pourquoi relier le diable à la postmodernité ? Alors, que le diable soit une réalité, une entité métaphysique ou pas... Oui, on y croit ou pas d'ailleurs au diable, comme on croit on y croit Dieu ou pas, mais en Dieu. tout cas, on peut croire en une chose, c'est le chaos dans lequel nous vivons, le chaos mental, mais le chaos aussi sociétal. Et les gilets jaunes sont l'expression même de ce bal qui, je l'espère, devrait s'achever. Peut-être pas avec la démission de M. Macron, encore qu'il devrait tirer les conséquences de sa politique catastrophique, en pensant encore que celui qui suivra, ou celle plutôt, comme l'a annoncé M. Attali, celle qui devrait suivre M. Macron sera certainement bien pire que toute la jolie série que nous avons eue depuis M. Chirac, Sarkozy, Hollande et Macron, les uns nous faisant toujours regretter le précédent. Oui, d'ailleurs, M. Attali avait déjà prédit bien avant que Emmanuel Macron devienne le personnage qu'il est, qu'il allait devenir le prochain président de la République. Il avait dit ça sous Hollande et sa prédiction s'est avérée vraie. Et aujourd'hui, il réitère en disant « Je connais celle qui lui succédera ». Alors, c'est pas une prédiction, c'est simplement, il est à la table des, on va dire, pourquoi pas, des illuminés, des illuminati, des illuministes, ceux qui ont tracé le programme, la planification, et qui s'essayent à marcher vers la gouvernance mondiale. Donc, on sait quels sont les pions que l'on peut mettre. Monsieur Macron, de toute évidence, n'est pas à la hauteur de la tâche qui lui a été confiée. Il a beau s'efforcer de remplir le cahier des charges, on voit que sa démarche il marche, mais c'est résistible. En tout cas, il a évoqué celle, mais il n'a pas donné son nom. Est-ce que peut-être Christine Lagarde, présidente du Front National, du Fonds National, excusez-moi, du Fonds Monétaire International, quel lapsus. Alors vous me l'avez volé de la bouche, mais c'est vrai que je le dis assez souvent, mais c'est elle qui a le profil idéal. Ouais. Elle est parfaitement, je ne vais pas dire soumise, docile, ce serait sexiste de dire une chose pareille. Elle maîtrise en tout cas les chiffres avec beaucoup de brio. Elle a fait une démonstration le jour de numérologie, oui, à Washington, au Press Club. FMI, c'est bien de maîtriser la numérologie. C'est bien, mais enfin bon, la numérologie, ça vient de la Kabbale grecque, puis de la Kabbale hébraïque. C'est quand même une science quasiment occulte. On peut numéroter des lettres. Oui, Madame Lagarde serait en France cherchée. C'est ni Madame Royal, ni Monsieur Hollande qui espérerait revenir sur le devant de la scène, ni évidemment Monsieur Sarkozy. Encore
encore moins M. À moins Valls. qu'il parle de Marion Maréchal-Le Pen, mais ça m'étonnerait. Mais si, on peut. Elle ne deviendra rien, mais on servira comme de sa tante, d'un repoussoir, parce que quand on aura le grand spectre, l'épouvantail du fascisme, de la peste brune, c'est une expression qui a été utilisée il y a quelques jours, là, après la manifestation des Champs-Élysées, eh bien, quand on aura la peste brune, évidemment, il y a tous ceux autrefois, on parlait de la volaille socialiste. C'était les communistes qui disaient on va plumer la volaille socialiste. Mais toute la volaille du front républicain se précipitera dans les bras de l'ogre. Et les bras de l'ogre, Madame Lagarde est une belle femme qui a de la prestance. Élégante. Qui est élégante. Ancienne ministre de Nicolas Sarkozy, ministre de l'économie. Ancienne championne ou petite championne ou vice-championne olympique. Oui, en natation coordonnée. Synchronisé, dit-on, je crois. Et donc, Madame Lagarde, c'est le parfait personnage, le parfait rouage, la parfaite figure du mondialisme qui est en marche. Et voilà. On va revenir à mai 68 après cette petite digression, Jean-Michel Vernochet. Pourquoi nous dites-vous dans votre ouvrage que mai 68 a été le triomphe de Trotsky et l'échec du marxisme ? C'est l'évidence même. En 68, on a la plus grande mobilisation populaire prolétarienne de toute l'histoire de France. On a 12 millions de grévistes, on a des millions d'hommes et de femmes dans les rues. La base, donc cette base ayant refusé les accords de Grenelle, auxquels d'ailleurs s'était ralliée difficilement Force ouvrière, qui prenait ses ordres ailleurs. Et donc la base déborde les organisations syndicales et les partis politiques de gauche et d'extrême gauche, mais ça a été le chant du cygne. À partir de là, le Parti communiste a commencé à disparaître, il a fondu comme beurre en broche. Que reste-t-il aujourd'hui à l'étranger? Je parle du Parti communiste français, on me dit quoi? Comment? Il y a encore un Parti communiste en France? Bon, il n'est plus rien. Alors, échec du Parti communiste qui va être remplacé par la vague montante de l'idéologie libérale-libertaire qui, très rapidement, d'idéologie anti-consumériste va se transformer en idéologie pan-consumériste sur le modèle californien. Ça va être le règne absolu de la psychanalyse, puis le fameux slogan de la côte pacifique des États-Unis, c'est Sex, Sun et Si Sex and Sun. Si Sex and Sun, voilà. Enfin, au moins de façon fantasmée, parce que les Français vont quand même Sex, travailler. drogue et rock'n'roll. Enfin, il y a des trios un petit peu. Je conclus en disant qu'en fait, jusqu'à 68, la classe messianique, celle qui devait réouvrir les portes du paradis, réaliser la Jérusalem terrestre, ceux qui devaient apporter le bonheur et la paix sur la terre, c'était le prolétariat. Hein, ça, c'est le marxisme-léninisme, c'est Lénine. Et du jour au lendemain, Lénine, qui avait déjà eu tort en 1921, puisque l'expérience communiste s'était arrêtée là avec la nouvelle économie politique, 1921, donc 2 ou 3 ans avant la mort de Lénine, eh bien là, existe le prolétariat, et il y a une ombre par derrière, qui est celle du freudo-marxisme, celle de l'école de Francfort, qui, malgré son nom, qui est installée depuis les années 30 aux États-Unis. Ces gens avaient pris leurs dispositions pour on va l'évoquer d'ailleurs tout de suite après. Se refaire un petit nid. Donc Marcuse est à Paris au moment des événements. Mais qui est Marcuse? Alors Marcuse, c'est l'homme unidimensionnel. Ça va être le théoricien du freudo-marxisme, c'est-à-dire de la révolution. L'aspect libertaire, sociétal de la révolution, qui par ailleurs sera libéral, ultralibéral, mais ça, c'est l'école de Chicago. Alors, Marcuse nous a bien dit, mais il n'était pas le seul, c'était dans le vent, que exit le prolétariat, le monde ouvrier. De toute façon, ces gens, on ne peut plus rien en faire. Depuis, ils ont d'ailleurs fortement disparu, décliné, eux aussi, comme le Parti communiste. S'ils se sont embourgeoisés, donc on ne peut plus espérer les diriger. Et puis existe aussi l'idée très léniniste d'un parti de professionnels, un parti de révolutionnaires professionnels
conduisant la révolution et avec le levier du prolétariat. Donc, et à partir de là, Marcuse théorise tous les groupes déviants, les pathologies sociales. Quand je dis pathologie sociale, c'est aussi bien le grand banditisme. Donc, ce qu'on appellera de nos jours le LGBT, donc les minorités sexuelles, transsexuelles, etc. Les minorités ethniques, raciales, bien que les races n'existent pas, tout le monde le sait, n'est-ce pas? Les minorités ethniques, également, on va substituer la guerre des sexes, hommes contre femmes, femmes contre hommes, dont on voit aujourd'hui le plein épanouissement, on va le substituer à la lutte des classes. Donc on va s'appuyer sur les minorités qui seront qualifiées à l'époque d'agissantes. Et c'est ce que l'on voit en permanence. C'est eux qui auront la force subversive pour renverser le vieux monde, faire la tabula rasa contre tous les modèles, tous les modes et systèmes d'oppression. Vous déclarez, Jean-Michel Vernochet, dans votre ouvrage, que ces écoles que vous avez évoquées, dites de Francfort et de Chicago, sont un peu les mères des événements de mai 68. Est-ce que vous pouvez revenir sur la doctrine de ces écoles? Alors, je résume très simplement l'école de Francfort, c'est le freudo-marxisme. C'est-à-dire l'alliance de Marx et de Freud. C'est une union, les deux fleuves se rencontrent. On va utiliser tous les ressorts de la psychologie individuelle et collective, mais surtout individuelle, faire appel aux émotions, aux passions de l'individu. On va lui dire, mais vos instincts, c'est... Au fond, on a une subversion du bas par le haut. Déjà, dans le marxisme habituel, dans le marxisme-léninisme, c'est le monde ouvrier qui prend la tête de la tête, qui prend la place de la tête. Là, ça va être le bas-ventre. Dans le freudo-marxisme, c'est-à-dire vos instincts, donnez libre cours à vos instincts et vous serez des hommes libres. Bon, ça c'est une chose. Quant à l'école de Chicago, eh bien, c'est les deux fleuves se rencontrent, les eaux rouges se mêlent aux eaux jaunes, ou marron, comme vous voulez, c'est la théorisation de l'hypercapitalisme ou de l'anarcho-capitalisme ou de l'ultralibéralisme. La convergence de la droite et de la gauche, c'est ça? C'est plus qu'une convergence, c'est une réunion. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont cheminé séparément et ils se retrouvent. Et là, l'ultralibéralisme dit, c'est laisser faire, laisser passer à outrance. La liberté doit exister. C'est la liberté d'ailleurs du libre renard dans le libre poulailler. Et vous constaterez avec moi, dans ce monde qui se veut dérégulé, c'est-à-dire en français déréglementé, on supprime toutes les règles et toutes les lois pour le marché, mais plus on supprime les lois au sommet, plus on en impose en bas. Donc en fait, c'est un système d'oppression, chasser la nature des choses et elle revient au galop. Donc ce système qui se veut l'expression de la liberté même, d'ailleurs le fils de Milton Friedman, David Friedman, va devenir lui-même libertarien. C'est pas tout à fait la même chose. Libertarien, c'est un côté c'est la droite conservatrice américaine. Plus anarchiste. Alors, puisque nous parlions du trotskisme, on voit bien qu'il y a une continuité nette, puisque ce qu'on appelle... Vous voulez dire libertaire ou libertarien? Non. En parlant de David Friedman, il devient libertarien, ce qui est encore autre chose. Libertarien. Libertarien. D'accord. Libertarien, c'est une théorie économique quasiment anarchiste. D'accord. Pas anarchique, mais anarchiste. Avec un désengagement le moins d'état total possible, voilà. Le moins d'état possible. Oui, même plus d'état du tout. D'accord. Donc, ce sont les acteurs économiques qui décident de tout. Mais enfin, bon, le grand réaliste, c'est quand même le père, Milton Friedman, qui a été d'ailleurs prix Nobel récompensé. Donc ça, c'est les années 70. Et dans les années 70, c'est là où on va assister à la grande transformation, du marché et à la marche vers la mondialisation à marche forcée. Vous laissez, Jean-Michel Vernochet, le soin aux historiens de démêler qui de l'Est ou de l'Ouest est intervenu pour lancer les événements de mai 68, mais votre point de vue à vous? Alors mon point de vue à moi, c'est que l'Est n'a joué quasiment aucun rôle, si ce n'est pour freiner le mouvement prolétaire, le mouvement ouvrier. Sans doute est-ce pour cela que De Gaulle est allé à Baden-Baden. Il n'a peut-être pas rencontré directement des représentants de l'Union soviétique, en tout cas des généraux, mais on peut penser que le général Massu lui-même avait eu des contacts et qu'il avait reçu des assurances de la part des autorités soviétiques puisque l'Allemagne était encore à l'époque un pays occupé. L'Allemagne a été un pays occupé.
divisé et occupé jusqu'à la chute du mur de Berlin. Donc il a reçu des assurances, et de toute façon, il y a eu la conférence de Téhéran, puis celle de Yalta sur le partage du monde, et on voyait bien qu'il y avait des lignes à ne pas franchir. Il y avait eu l'échec en 1947 des émeutes, plutôt des grèves insurrectionnelles qui avaient été durement réprimées par les socialistes. Entre autres en 1947, dans les Houillères du Nord, le ministre de l'Intérieur Jules Mock avait fait tirer sur les mineurs en grève. Donc il y avait un statu quo entre l'Est et l'Ouest. L'Est, à partir de ce moment-là, était déjà entré en déclin et ne jouait plus de rôle véritablement géopolitique. Alors, Jean-Michel Vernochet, pourquoi dites-vous que mai 68 a été une révolution au sens plein du terme ? Alors, c'est une révolution parce que c'est à l'échelle planétaire. Elle se passe aussi bien au Japon, elle se passe au Mexique, à la veille des Jeux Olympiques. Il y a le massacre de la place des Trois Cultures, de la place Tlatelolco. On tue, l'armée mitraille à peu près 300 étudiants, mais c'est aussi bien en Californie, c'est à Berkeley, dans d'autres universités. C'est en Italie, c'est en Allemagne. Et nous parlions tout à l'heure des trotskistes. Donc l'Est ne joue pas de rôle, mais par contre, l'internationale trotskiste est extrêmement virulente et organisée en Allemagne. On verra par la suite, on aura la bande à Bader, la fraction armée rouge. Ces gens sont extrêmement... et sont en liaison aussi bien avec les grandes universités californiennes. Il y a un maillage. Tout à l'heure, nous n'avions pas achevé, mais ces trotskistes qui vont justement dans cette union, cette communion, cette fusion avec des deux écoles, à la fois celle de Francfort et celle de Chicago, je vous remercie, vont donner ce qu'on appelle aujourd'hui les néoconservateurs. C'est ceux qui sont au pouvoir, c'est ceux-là qui animent les fameux think tanks, les fondations, les groupes de réflexion de Washington. Issus du Parti démocrate. Du Parti démocrate, mais également républicain. Ce sont les théoriciens, les théoriciens à la fois de la guerre de l'Irak. Les conseillers de George Bush fils, quoi. Et puis même père. Et père aussi. Et père aussi. Sauf qu'avec George Walker Bush, le fils, ils affermissent leur pouvoir, ils le consolident, et ils sont toujours présents. On peut d'ailleurs continuer sur la même veine, Jean-Michel Vernochet. En annexe de votre ouvrage, vous relevez un article du Monde du 12 juillet 88 intitulé « Mai 68 fut-il une révolution juive ?» Quelle réponse donne cet article à cette question ? Alors, cet article est mis en annexe. Il est suivi 10 ans après, en 2008, par un article, je crois, de Birnbaum, de M. Pierre Birnbaum. Paru dans Le Monde le 29 avril 2008. Donc c'est Le Monde... Intitulé « Le gauchisme français est aussi une histoire juive ». Oui, alors il y a eu de gros ouvrages qui ont été écrits sur la question, disant que ces jeunes juifs qui étaient le noyau dur, presque exclusif des mouvements trotskistes qui ont été... Daniel Cohn-Bendit, André Cohn-Bendit est peut-être juif, alors là, mais il n'était pas trotskiste. Il n'était pas trotskiste. Lui, au contraire, on peut penser qu'il avait des accointances de l'autre côté de l'Atlantique, puisqu'on voulait à l'époque, De Gaulle gênait très très fortement le département d'État américain, la CIA. Il avait une politique d'indépendance. En 1966, il avait remercié les Américains, les camps américains qui occupaient la France depuis la libération, qui occupaient, on peut le dire, on leur avait demandé de les évacuer. Ils sont repliés sur la Belgique, sur l'Allemagne. La France était sortie, non pas de l'OTAN, mais du commandement intégré de l'OTAN. Commandement intégré dans lequel M. Sarkozy nous a fait revenir. De Gaulle avait une politique d'indépendance et de souveraineté, notamment avec la dissuasion nucléaire. Il avait prononcé des discours insupportables, comme le discours de Phnom Penh qui demandait aux États-Unis de mettre un terme à la guerre du Vietnam. Il y a eu aussi le discours de Québec. Mais sur cette révolution juive, Jean-Michel Vernochet, dites-nous, est-ce que c'est une révolution juive ? Alors, c'est Le Monde qui le dit. Oui. C'est eux-mêmes qui le disent. Il y a un très... Ils répondent par l'affirmative. Ils répondent par l'affirmative. Oui. Il est difficile de nier ou de dénier le rôle prédominant dans les leaders, dans les chefs de la révolte étudiante, qui n'était pas une révolte, puisque c'est une révolution avec un maillage international.
Et leurs inspirateurs? Et leurs inspirateurs, c'est les mouvements trotskistes qui vont ensuite se muter, se transformer, passer du côté libertaire de la relation, mais qui vont en fait prendre le pouvoir en 81 avec l'arrivée des socialistes. Si vous regardez bien aujourd'hui, c'est ce messianisme que vous évoquez d'ailleurs dans le sous-titre de votre ouvrage. On a toujours des cambadélistes, des Julien Drey Julien Drey va quitter avec 400 membres de, je ne sais plus si c'est la Ligue. Je ne suis pas spécialiste des trotskistes proprement dit. De l'idéologie, oui, mais pas des trotskistes eux-mêmes. Va rejoindre le Parti socialiste avec 400 membres, c'est-à-dire va pratiquer de l'entrisme. Les cadres du Parti socialiste vont devenir pour beaucoup, aussi bien d'ailleurs M. Harlem Désir. Alors un jour on me dit mais les trotskistes sont morts, ont disparu. Mais non, je dis ils ont eu un Premier ministre qui a avoué en 2003 qu'il continuait à entretenir des relations extrêmement étroites, puisque c'était un lambertiste, avec son patron, et même s'il était contraint par les faits eux-mêmes à poursuivre des politiques qui n'aient pas été totalement trotskistes, il restait imprégné, sa vision restait celle d'un trotskiste. Alors, il y a également cette idéologie des droits de l'homme issue de la Révolution française qui a pour but de supprimer Dieu et de diviniser l'homme. Pourquoi, dans quel sens les droits de l'homme veulent-ils diviniser l'homme, supprimer Dieu? C'est une très bonne question. C'est l'idéologie des Lumières, où c'est l'homme qui est au centre de la création. L'homme se suffit à lui-même, il est à lui-même son propre géniteur ou son propre procréateur. Les droits de l'homme auraient inspiré Trotsky ou quoi? Écoutez, la Révolution française et les Lumières ont inspiré non seulement Trotsky, mais surtout Marx, Lénine. Staline n'était pas un théoricien, Trotsky, bien évidemment, toutes les révolutions, la révolution jeune turque, tout sort de la grande matrice, de la révolution française, jusqu'aux exécutions massives, à la terreur rouge, perpétrée ou conduite par Lénine, les moyens de coercition. Ceux qui sont contre la révolution sont des ennemis du genre humain. Enfin, la révolution acquiert un côté messianique, c'est-à-dire un côté métaphysique. Et ça, il y a un fil conducteur depuis la Révolution française où la bête. Je crois que Lénine aimait bien écouter la Marseillaise, par exemple. Par exemple. Enfin, on lui jouait. Et la notamment bête, dans le train tombé. C'est un hymne assez sanglant, vous me direz. Hein, mais oui, si on le chantait vraiment et qu'on le mette en application aujourd'hui, je suis pas sûr que les droits de l'homiste seraient tout à fait d'accord. Si on le mettait en application, hein, si ça ne restait pas des paroles purement verbales. Pourquoi je peux enchaîner, Jean-Michel Vernochet, le temps court. Pourquoi affirmez-vous que liberté économique rime quasiment automatiquement avec marchandisation du corps? Pas automatiquement. Je dis ça moi-même. Je ne sais pas si presque automatiquement, vous dites. Je ne sais pas si c'est tout à fait orthodoxe, mais il y a eu toutes sortes de capitalistes. Pour ça, quand il y a un parti anticapitaliste, je ne sais pas ce que veut dire être un parti anticapitaliste. Moi-même, je suis peu favorable, vous l'avez deviné, à l'ultralibéralisme, à l'anarcho-capitalisme, aux formes débridées, au capitalisme financiarisé, à l'économie virtuelle. Ou électronique, aussi bien avec les algorithmes qui gèrent aujourd'hui les marchés, les places boursières. Mais je crois que Jacques Attali, d'ailleurs, est d'accord avec vous sur ce... Mais Jacques Attali doit me lire, je pense. J'en suis même certain. Dans le sens où il affirme que l'ultralibéralisme, un jour, arrivera à la marchandisation de ce qu'il y a de plus sacré au monde, Jacques à savoir Attali, la vie. vous savez, ces gens sont à court d'idées. Ils vont pêcher les idées là où ils peuvent les repêcher, les utiliser, les retourner contre nous. C'est valable pour Finkielkraut, c'est valable pour M. Zemmour. Alors, j'en reviens au 19e siècle. On avait un capitalisme patrimonial qui, avec ou sans la doctrine sociale de l'Église, d'ailleurs, patrimonial, prenait soin de ses ouvriers, parce que des ouvriers malades, des ouvriers souffrants, mal nutris, dont les enfants seraient... ça peut pas être de bons ouvriers. Hein. Les grands groupes sidérurgiques comme Schneider, ça se prononçait Schneider, le mettait en œuvre, ou en Allemagne Siemens, dès la fin du 19e siècle ou au début du 20e, avait des politiques ouvrières extrêmement intenses. Donc,
paternaliste, on dirait, parce que c'est vilain le paternalisme. Horreur, mais quelle horreur, il s'en occupait. Donc, un capitalisme patrimonial qui s'est au fil du temps financiarisé, qui s'est transformé en... capitalisme industriel et patrimonial, qui est devenu ensuite, on entre dans l'anonymisation du patrimoine avec l'actionnariat, et puis maintenant on est complètement hors sol avec la financiarisation, on ne sait plus qui possède les parts, les actions. Pourquoi vous affirmez, Jean-Michel Vernochet, que le pouvoir éco-politique est exercé par des groupes très restreints, non élus, oligarchiques, où les décisions se prennent de façon plus ou moins collégiale? Quels sont les faits précis qui vous amènent? On en a un à Bruxelles, ce sont les commissaires européens, ils sont donc 27, j'imagine, maintenant, puisqu'on n'est plus 28. Ce sont des gens qui sont cooptés, qui sont choisis de façon tout à fait arbitraire. On parle de plus en plus à la suite du dissident Boukowski, mais lui, il parlait il y a déjà de ça près de 20 ans, du soviet européen. Mais ça, c'est... Bon, les conseils d'administration des grands groupes multinationaux, aussi bien des fameux GAFA, puisque maintenant, l'économie dématérialisée est devenue extrêmement importante. GAFA, c'est Google, Facebook, Amazon et puis il y a Microsoft aussi, GAFAM, il faut dire même GAFAM, ont des chiffres d'affaires, on peut le dire, ou brassent des volumes monétaires et financiers qui sont très supérieurs à la plupart des nations. Comme un État comme la Californie, aux États-Unis, se situe dans les premières économies planétaires. Donc, qui dirige... Je crois que l'économie californienne, à elle toute seule, je crois qu'elle est la 7e puissance mondiale. Actuellement, au point de vue de PIB, c'est la France. Oui, non, mais d'accord, mais... on doit être... Je pense que... Je me demande si on est peut-être devant ou derrière la France. Juste avant le Brésil... Et après l'Inde, enfin c'est extraordinaire. Grâce à M. Macron, nous dégringolons les échelons. Enfin, je fais pas de cocoriffo, je fais pas de chauvinisme. Au-delà de cette crise, enfin, vous y allez carrément vous y allez pas avec le dos de la cuillère. Jean-Michel Vernochet, vous parlez de fausses élites parasitaires qui se gavent de drogue, de sexe, d'argent, hostiles à la France, en majorité issus des sectes trotskistes, maoïstes, marxistes-léninistes. Oui, si on regarde bien, il y a eu une vidéo qui est passée il y a peu de temps d'un dealer en chef, un Marocain, un homme du milieu, mais de haut niveau, qu'il dit ouvertement, ça n'a pas été démenti, qu'il fournissait par semaine 100 grammes de cocaïne à M. Chirac. Alors, il ne prenait pas 100 grammes de cocaïne, mais je pense que tout son entourage devait en profiter. Il cite des noms, il y en a d'autres qu'il tait, qu'il cache, il y a des gens qui l'aiment bien, qui ont été corrects avec lui, mais vous pouvez trouver ça sur YouTube, c'est proprement hallucinant. Je lisais, avant de venir ici, on parlait dans je ne sais quel article, on disait la bourgeoisie, c'était pas bon chic, bon genre, mais bien élevée. Elle n'est pas bien élevée. La très haute bourgeoisie, alors je ne vais pas dire qu'elle est pédomaniaque, elle l'est dans certains cas aux États-Unis, on en a des preuves, on le sait. Elle est quand même, elle fonctionne entre la partouze, la cocaïne et la drogue qui s'appelle l'argent. On en a regardez quand M. Macron fait des petits gestes, parfois avec la main, ce que faisait aussi M. Sarkozy, c'est quand même éclairant. Personne n'osera le dire, mais je pense que dans la situation où nous sommes, alors que la France est au bord quand même un peu de l'implosion, c'est de la guerre civile froide pour l'instant, titre de mon livre, mais qui pourrait prendre des aspects un peu tièdes, voire un peu chauds. Vous pensez, Jean-Michel Vernochet, pour terminer notre entretien qui arrive à sa fin, que cette révolte, cette jacquerie des Gilets jaunes pourrait se transformer en anti-mai 68, en révolte Pour l'instant, c'est une révolte, et c'est pas une révolution, ils n'ont pas de chef. Pour l'instant, effectivement, il n'y a pas de structure c'est une jacquerie, mais ce qui caractérise les Gilets jaunes, c'est qu'ils sont transcourants, on pourrait dire. Il n'y a pas de classe sociale. Il y avait avec le Pierre Poujade, il y avait des commerçants et des artisans. Avec le Sidunatis, c'est des commerçants. Il y a des gens de tous les niveaux de tous les niveaux. Les bonnets rouges, c'était des conducteurs. Mais là, c'est la France réelle, la France profonde. Et c'est pas une France jeune. Si vous regardez bien, je crois qu'officiellement, statistiquement, la moyenne d'âge, c'est 50 ans. Et ce sont des mères de famille qui n'en peuvent plus. C'est pas, on nous dit, elles pourront pas faire de cadeaux, elles se révoltent parce qu'elles pourront pas faire de cadeaux à leurs enfants, petits-enfants à Noël. C'est pas vrai. C'est parce que les familles de 50 ans, aujourd'hui, financent
leurs enfants et aident leurs petits-enfants. Le cas échéant, eux aident leurs enfants à élever leurs petits-enfants. C'est tout un démaillage que la désertification de la France périphérique est en train d'entraîner. Quand je dis démaillage, c'est entre déstructuration accélérée. Et c'est pour ça que je parlais de fausses élites qui sont complètement hors sol, nomades, et puis dont les mœurs sont extrêmement relâchées. Je n'ai pas besoin de faire de dessin. Pensez à Monsieur Macron et à sa Gay Pride de l'Élysée, du jour de la musique. Ou à Monsieur Juncker qu'on accuse d'alcoolisme, on appelle Jean-Michel Drunker, c'est le président de la commission. Donc, voilà. Ou Monsieur Macron sur l'île, non pas de la Désirade, mais sur l'île de Saint-Martin, qui embrasse avec un regard inamouré de jeunes délinquants. Et j'ai envie de dire, ce ne sera pas une conclusion, mais qui se ressemblent, s'assemblent. Écoutez, Jean-Michel Vernochet, je rappelle à nos téléspectateurs le titre de votre ouvrage en l'an 68. TV Liberté, c'est vrai, cette année avait abordé le thème de mai 68, mais sur les événements à proprement parler et non pas sur ses origines et ses conséquences. Voilà qui est chose faite. Avant de passer à 2019, on aura donc couvert tout le spectre, en tout cas, de ces événements 2068, donc du début jusqu'à la fin, jusqu'à aujourd'hui. Une grande cassure, une grande rupture épistémologique, on change de monde. Et on a vraiment changé de monde, et on le voit aujourd'hui, mais on en voit les conséquences. Ce bal du diable qui était ouvert en mai 68, je l'espère, va éteindre ses lumières et refermer, baisser le rideau sur un épisode qui n'aura pas été brillant de la civilisation. Mais toutes les utopies sont vouées et condamnées, c'est ça la parole d'espoir, vouées et condamnées à échouer. Qu'elles soient marxistes, qu'elles soient trotskistes, ou qu'elles soient libérales-libertaires. L'espoir sera le mot de la fin de cet entretien, Jean-Michel Vernochet. Et même l'espérance. Merci, monsieur. Merci à vous, à toutes et à tous, et bonne fin d'année. Merci.